cette fameuse Nathalie, grâce notamment à cette expertise en stylométrie. Voilà, vous avez le message ici en question. Alors, je vais vous le lire à voix haute. Moi, j'ai une meilleure. Pour lui, je te raconte même pas. Tu en sauras bientôt plus. On est en train de monter un plan. Si le plan se déroule bien, tu le verras en première page de Voici, de Gala et autres magazines People, avec photos à l'appui. Moi, je veux les caméras et les journalistes. Ce message-là, 3 jours avant l'entrevue avec M. Tariq Ramadan. 6 jours, exact, 6 jours. Nous allons avoir une autre expertise qui a confirmé une expertise précédente en ce qui concerne notamment la présence de cette plaignante lors d'une conférence. Souvenez-vous, remettez-vous dans le contexte. La plaignante disait avoir rencontré M. Tariq Ramadan avant l'organisation de la conférence. Elle disait avoir été violentée, elle disait avoir été violée, elle disait avoir été séquestrée, elle disait avoir été laissée en guenilles, quasiment mourante, et donc ne pas avoir participé à cette conférence. Nous avons produit des photos qui sont au dossier où un expert désigné par les juges d'instruction a lui-même considéré qu'il y avait de fortes chances que la personne qui était sur les photos fournies par la défense de Tariq Ramadan était bien la plaignante en question. Donc cette plaignante qui dit ne pas avoir assisté à la conférence parce que blessée, violée, torturée, etc., séquestrée, eh bien, un expert indépendant désigné par les juges d'instruction corrobora qu'il y a de très fortes chances finalement qu'elle ait pu participer à la conférence et sans aucune, bien sûr, échymose, sans aucune espèce de blessure. Elle contestera, elle niera. Et M. Ramadan, dans un souci de preuve et de justice surtout, va diligenter une seconde expertise, où là encore, l'expert conclura au même résultat, à savoir qu'il y a une probabilité très forte, pour dire quasiment 100%, qu'il s'agissait bien de cette plaignante en question qui était sur la photo. Et donc, vous comprenez forcément le raisonnement de la défense de M. Tariq Ramadan. Si la plaignante qui dit ne pas avoir été présente à la conférence, ne pas pu avoir assisté à la conférence parce que blessée et séquestrée, eh bien finalement se retrouve à la conférence en bonne santé, il y a là encore une grave dissonance par rapport à son messie. Et encore, c'est un moindre mot que d'employer de ce mot de dissonance. Voilà. La conclusion de l'expertise. L'individu présent sur les photographies prises lors de la conférence de Tariq Ramadan correspond avec une certitude de 100% à la plaignante en question. Vous avez aussi, et c'est extrêmement problématique, l'existence d'un blog qui s'intitule « Mon intime conviction ». Ce blog, il est particulier. Pourquoi? Parce que ce blog, c'est un blog, j'ai presque envie de vous dire, spécialisé sur la personne de Tariq Ramadan. C'est un blog où ne se disent que des choses atroces sur la personne de Tariq Ramadan. La plaignante en question va reconnaître que ce blog lui appartient. À ceci près qu'elle va dire avoir créé ce blog après la seule et unique rencontre avec M. Tariq Ramadan, c'est-à-dire soit après le 9 octobre 2009. Nous avons diligenté encore une fois un expert informatique agréé auprès de la Cour d'appel de Paris. Qu'est-ce que va dire cet expert? Il va dire non, ce n'est pas possible. Ce blog a été créé avant le 9 octobre 2009, soit avant la date et de l'unique rencontre avec M. Ramadan. Vous pouvez le voir ici, la conclusion de l'expert informatique. Sur le plan technique, les éléments disponibles indiquent que le blog Mon intime conviction, qu'elle reconnaît être le sien, il n'y a pas de débat là-dessus, était actif avant le 9 octobre 2009. Par ailleurs, tout au long de l'instruction, elle n'aura que de cure que d'essayer de minimiser ses compétences en informatique. L'expert informatique, on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais dira tout l'inverse à travers certaines aspirations de blog, à travers l'utilisation de certains fichiers, dira qu'elle est experte justement en informatique. Et puis enfin, vous avez aussi, et ça souffre effectivement cruellement, et j'ai jamais vu moi
un tel dossier où finalement il n'y a pour aucune des plaignantes, et c'est d'ailleurs même dit par la chambre de l'instruction, aucune espèce de constat médical avec des lésions, des constats de lésions, etc. Nous avons consulté un expert médical et qui dit la chose suivante, qui dit, au vu de ce que la plaignante décrit, de la violence, notamment de ce qu'elle dit avoir subi et vécu, de la violence de ce qu'elle dit être ses lésions, parce que malheureusement, nous n'avons pas de quelconque lésion. La plaignante a été voir la conclusion de l'expert dit bien que aucune prise en charge médicale initiale immédiate à laquelle on aurait pu s'attendre, compte tenu des éléments traumatiques décrits, n'apparaît dans le dossier. Ni examen somatique, ni gynécologique, ni demande d'examen complémentaire ou de consultation spécialisée. C'est-à-dire que l'expert médical dit qu'il est quasi impossible, quand bien même il s'agissait du médecin le plus incompétent du monde, qu'avec un tel récit, lorsque une plaignante vient le voir, et avec ce qu'elle décrit avoir comme lésion, il était impossible que le médecin, à travers son récit, ne l'oriente pas, soit vers des spécialistes, soit vers les urgences, voire même une simple consultation à l'hôpital en hospitalisation. Les soins qui ont été prodigués ne correspondent absolument pas et ne sont en aucun rapport avec des faits de viol. Et là, encore une fois, c'est un élément concret que nous avons dans le dossier. Voilà, j'ai effleuré avec vous quelques éléments du dossier. Dites-vous que ce sont quelques éléments, et les éléments les plus récents, mais dites-vous que pour chacune des plaignantes, quasiment, nous avons près d'une cinquantaine d'éléments de cette nature qui figurent dans le dossier. Alors, encore une fois, Monsieur Tariq Ramadan, qui convoque cette conférence de presse, vous l'avez bien compris, il ne demande pas un traitement spécial pour lui. Il ne demande pas un traitement approprié. Il demande juste une chose, un traitement juste sur le dossier et rien que sur le dossier. Bonjour, Yayat. Je suis l'un des avocats de Tariq Ramadan à Genève, aux côtés de Maître Guéric Canonica, Théo Badan, Loïc Parrain et le bâtonnier Marc Bonan. Vous l'avez compris, aujourd'hui, l'on convoque devant vous la science. Une science qui, dans les enceintes judiciaires, accable et parfois restitue. Nous étions dans l'affaire Ramadan jusqu'à maintenant sur le registre et nous sommes désormais sur la stylométrie qui est à l'honneur en France, en Suisse et partout dans le monde, permet dans cette affaire de révéler, de dévoiler une imposture. Parce qu'elle permet en fait de décrypter des messages qui jusqu'ici étaient masqués et qui portent une empreinte. Et cette empreinte, c'est précisément l'objet de la stylométrie. Eh bien, l'empreinte de ces messages est la même que les messages envoyés par la dénommée Brigitte, c'est le nom dans l'affaire suisse, à M. Tariq Ramadan. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait jusqu'à maintenant une face visible de Brigitte, la face que nous connaissons, la face que vous connaissez certainement, c'est-à-dire Brigitte qui a envoyé des messages lyriques, enflammés à Tariq Ramadan. Mais la stylométrie a permis en réalité de dévoiler la face cachée, pour ne pas dire sombre, de Brigitte, c'est-à-dire son intrigue, sa trame, sa machination et son guet-apens. Alors, il suffit de se concentrer sur les messages qui ont été examinés par l'expert en stylométrie. Et vous avez ce premier message qui date du 14 octobre 2008
14 octobre 2008, c'est 14 jours avant la rencontre entre Tariq Ramadan et Brigitte. Et ce message dit: «Le chat a été, très fructueux, TR a du souci à se faire, il a fait beaucoup de mal, Leïla». 14 octobre, 19h20, demande: «Mais vous pourriez nous en parler?» Elle répond le 15 octobre à 8h38: «À enfoiré, enfoiré et demi, une vraie torpille en prépa. Une vraie torpille en prépa». Juste évidemment que dans le cadre de la procédure, Brigitte a réfuté être l'auteur, de ces messages. Elle a nié être l'auteur de ces messages qui désormais, et c'est les conclusions, de l'expert, heu, avec certitude, l'expert affirme qu'elle en est bien l'auteur. Et c'est quelque chose évidemment qui est renversant parce que nous sommes 14 jours avant la rencontre, et c'est-à-dire que dans cette face cachée, en coulisses, nous avons cette pseudo Leïla, en réalité Brigitte, qui évoque, affirme qu'une torpille est en prépa, et dans un même temps, nous avons la face visible de Brigitte qui, de façon contemporaine et simultanée, écrit à Tariq Ramadan. Elle lui écrit, bah, le 16 octobre qu'elle l'aime, le 23 octobre qu'elle le trouve intelligent, le 24 octobre qu'elle le trouve merveilleux, le 25 octobre qu'elle souhaite le rencontrer. Et puis évidemment qu'ils se rencontreront puisque la cible est désormais visuelle, et ça n'est pas un hasard si ce jour-là, elle montera dans la chambre 501 de l'hôtel Mon Repos à Genève. Il faut retenir cette phrase: «La torpille est en prépa», qui n'est pas une phrase neutre. Quand on parle de torpille, évidemment qu'on emprunte au langage de guerre. C'est un engin de guerre rempli d'explosifs, utilisé sous l'eau, c'est-à-dire que c'est pas une guerre face à face. C'est pas une guerre sur le terrain des idées qu'on s'apprête à livrer. C'est une guerre en tenue de camouflage, en sous-marin. Et c'est exactement ce qui va se passer. Parce que Brigitte, évidemment, va se présenter sous les plus beaux attraits à Tariq Ramadan, mais elle a un projet qui est très clair: amorcer, séduire, abattre, comme une torpille qui explose sa cible. Et au fond, ce message, pourquoi il est important et pourquoi il est renversant? Ben parce qu'il permet d'affirmer que rien dans cette affaire ne relève du hasard. Rien dans cette affaire ne relève du hasard parce qu'elle en a le contrôle, parce qu'elle en a la maîtrise, parce qu'il d'un plan, d'un dessin, d'une torpille qui est en préparation et qui explosera le 13 avril 2018 lorsque la plainte sera déposée. Alors, il faut en finir et en tirer les conséquences. Il y a des figures tutélaires, notamment en France, comme Zola qui disait que tout jugement des hommes est faillible et il faut poser le postulat que l'on peut condamner un innocent. Il faut poser ce postulat. Et en réalité, il faut le poser simplement, sans aucune rancœur, parce que si la justice en Suisse s'est trompée, c'est qu'on l'a trompée. Si elle s'est égarée, c'est qu'on l'a égarée, parce qu'elle était dans l'ignorance d'un fait essentiel, l'existence d'un projet. Et là, au fond, cette stylométrie, c'est en quelque sorte une torche qui vient éclairer cette affaire. Et moi, je suis persuadée, et je veux croire que si les juges suisses, et en particulier le procureur de la République et canton de Genève, s'il avait été nanti de ce fait-là, de ce projet-là, de ce dessin, de cette torpille en préparation, je suis persuadée que le procureur de la République et canton de Genève n'aurait pas renvoyé Tariq Ramadan en jugement. Alors, nous, avocats suisses, demain, nous réparerons cette ignorance par un acte judiciaire qui est une demande de révision que nous allons déposer dans les prochains jours parce qu'il faut reprendre l'ouvrage.
Il faut maintenant savoir qui est derrière ce message, qui est derrière cette torpille en préparation. Est-elle la seule fossoyeur de Tariq Ramadan ou y a-t-il des complices ou des autres auteurs? Il faut reprendre cet ouvrage pour savoir qui se cache derrière cette machination qui est le qu'on vient ici de vous révéler. Et poursuivre l'enquête. Et je crois que désormais, savoir, et vous saurez, vous êtes nantis désormais de cette vérité. Et chaque fois que vous entendrez des allégations d'une ou l'autre des plaignantes, et en particulier de la plaignante suisse, vous aurez une petite musique, pour ne pas dire un requiem derrière, dans votre tête. La torpille est en préparation. Bonjour, Pauline Baudu-Armand. Je suis également l'avocat de Tariq Ramadan en France, aux côtés de mes confrères Wadi El Mamouchi et Pascal Pierre Garbarini, mon associé notamment. Mon confrère Guéric Canonica, tout à l'heure, a employé un mot qui m'est apparu être celui le plus important compte tenu de ces nouveaux éléments, c'est le mot « bouleversé ». C'est drôle, sans se concerter, j'aurais employé le même. Les nouveaux éléments qui vous ont été exposés longuement par mes confrères, ils bouleversent ce dossier. Ils ne se contentent pas seulement d'apporter un nouvel éclairage. C'est très important qu'on comprenne parce que M. Ramadan, en France, sa procédure n'est pas au stade de celle qui a été diligentée en Suisse. Concernant M. Tariq Ramadan, en France, l'instruction s'est achevée. Et depuis la fin de cette information judiciaire, de nouveaux éléments sont apparus. Je ne vous dirai pas que c'est une chance, mais presque. Presque parce que le code pénal français permet d'ordonner des suppléments d'information. Lorsque des éléments nouveaux apparaissent, le code de procédure pénale permet que l'information soit reprise et que de nouvelles investigations soient menées avant même une audience de jugement. C'est presque une chance pour M. Tariq Ramadan parce que finalement, c'est ce que nous avons demandé. Et je me permets de vous rappeler qu'une information judiciaire, ça n'a pas vocation à confirmer une accusation. Une information judiciaire, ça instruit à charge, à décharge, en considération l'ensemble des dossiers et même grâce au supplément d'information, les nouveaux éléments qui apparaissent postérieurement à la clôture d'une instruction. Concernant M. Ramadan, nous avons déjà, le 5 mars dernier, sollicité un supplément d'information auprès de la Cour criminelle départementale de Paris. Pour quelle raison? Parce que le 5 mars dernier, nous avions, et mon confrère Wadir El Mamouchi vous l'a expliqué, des éléments nouveaux. Le premier élément que nous avions, c'était l'expertise faciale de Mme Paul Emma Aline, qui indiquait qu'à 100%, cette dame se trouvait non pas séquestrée dans une chambre d'hôtel, mais présente à la conférence de M. Tariq Ramadan. Nous avions également cette expertise médicale sur l'état qui devait être le sien après les faits qu'elle dénonçait. Et puis nous avions également eu, dans l'intervalle, des éléments de preuves formelles selon lesquelles des manipulations, des pressions, des intimidations étaient intervenues dans ce dossier. C'est si vrai que ces éléments, ils nous ont été produits par certaines des plaignantes elles-mêmes, notamment Madame El Ayari, qui elle-même a évoqué un piège. Et c'est également si vrai, une information judiciaire est ouverte au tribunal judiciaire de Paris concernant des interventions de tiers sur les plaintes, sur les déclarations que devaient avoir les plaignantes à l'encontre de M. Tariq Ramadan. Vous avez le message de Madame Ayari sur l'écran, sur le piège qui a été tendu à M. Ramadan.
mars, nous avions d'ores et déjà ces éléments nouveaux et nous avions sollicité auprès de la Cour criminelle départementale que soit ordonné un supplément d'information. Ces éléments qui sont forts, très forts, n'ont pour l'instant pas trouvé de supplément d'information. Je n'imagine pas qu'elle ne trouve pas d'écho, je n'imagine pas qu'il ne soit pas fait droit à cette demande, parce que, vous le constatez, en l'état, nous sommes face à un dossier qui est inachevé, qui est inabouti. Et juger un homme devant une cour criminelle sur un dossier inachevé, inabouti, c'est réaliser un procès qui n'est pas contradictoire. Ce n'est pas le droit à un procès équitable et c'est surtout le meilleur moyen de conduire ce procès à un échec et à une erreur judiciaire. Monsieur Ramadan demande pas quelque chose d'inédit. Monsieur Ramadan, il demande à ce que le droit lui soit appliqué. Cette demande de supplément d'information, je vous le précise, elle est fréquente, elle est souvent ordonnée. Un supplément d'information en droit français, ce n'est pas quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qui est souvent réalisé. Et c'est si souvent réalisé d'ailleurs que dans le cadre d'un procès très médiatisé en ce moment, il n'y en a pas eu une, il y en a eu deux. Et ce procès a été déprogrammé à plusieurs reprises parce que l'accusation considérait que ce procès ne pouvait pas se tenir tant que tous les éléments n'avaient pas été évoqués. Je ne m'attellerai pas plus à vous montrer que tous les éléments n'ont pas été examinés par l'instruction puisqu'il n'est de cause, Tariq Ramadan doit bénéficier de ce supplément d'information parce qu'il est injusticiable comme les autres et parce qu'à défaut, son procès serait voué à l'échec. Bien. D'abord, j'aimerais commencer par les remerciements. Je vais essayer d'être court. Il y a quand même un certain nombre de choses à dire, de réflexions à avoir. J'aimerais remercier tous mes avocats qui sont présents ici et qui se sont présentés. Remercier également ceux qui n'ont pas pu être des nôtres et parce que finalement, ça aurait été une conférence de presse avec trop de monde. Certains n'ont pas pu venir, d'autres n'ont pas été impliqués directement dans les dernières démarches. Et donc, j'aimerais aussi remercier les absents. Les noms ont été cités pour la Suisse, Maître Théo Badan, Maître Loïc Parrain et Maître Marc Bonan. Et pour la France, Maître Nabila Asman, Maître Elisa Arfi et Maître Philippe Ohaillon.
Je les remercie de cet engagement à mes côtés et de l'engagement pour faire en sorte que la vérité soit manifestée. Ce que j'aimerais dire au gré de tout cela, je les remercie et j'aimerais qu'on se rende compte de ce qui vient en d'autres termes, depuis le départ, depuis 8 ans, j'ai dit et répété que j'étais innocent. J'ai dit et répété que c'était un traquenard, qu'il y avait des personnes qui, sur les réseaux sociaux, parlaient et étaient en connexion. Aujourd'hui, les choses se confirment effectivement par la science, elles se confirment par des données qui sont irréfutables. Et ce que j'attends de ce point de vue, c'est que je sois jugé sur les faits, je sois jugé sur le droit et sur la justice, et non pas, encore une fois, il a été rappelé, parce que j'en étais persuadé, et je l'ai dit et répété, si je ne m'appelais pas Tarek Ramadan, vous ne seriez pas là, ni moi non plus. Et qu'il y a une donnée qui est une donnée du coupable idéal. Et aujourd'hui, ce qui a été important pour moi, je me suis concerté, on s'est concerté avec les avocats pour dire à un moment donné, il faut aussi que la parole soit entendue, car à l'inverse de toutes les plaignantes, je ne suis pas allé sur les plateaux de télévision, je ne suis pas allé parler, j'ai dit tout de suite, je fais confiance à la justice. En 8 ans, je ne suis allé que 3 fois et c'était après des décisions sur un plateau. Mais sinon, je n'ai pas parlé. Parce que vous n'êtes pas mes juges, parce que les médias ne sont pas mes juges et que la justice, elle se fait au tribunal. Mais qu'à partir d'un certain moment, comme il a été dit ici, depuis le 25 mars, on envoie une demande d'ouverture et il n'y a pas de réponse. C'est comme si, quand il n'y a pas d'écho médiatique, il y a un silence juridique. C'est une erreur pour le droit et c'est une déviance pour les médias, d'une certaine façon. Vous devriez être à l'écoute du droit dit et non pas avoir à l'influer. Parce qu'alors on marche sur la tête sinon. Et je pense sur la tête. Je marche souvent sur la tête parce que c'est un traitement qui c'est un traitement qui a fait que il y a eu 8 ans de ma vie. Il y a eu la maladie, il y a eu la prison, il y a eu la réputation. Je n'avais pas prévu ça, hein. Je n'avais pas prévu ce moment d'émotion, mais à partir d'un certain moment, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que de traverser ça. Là, ce que vous avez entendu, c'est que des personnes ont prémédité des pièges. Et je l'ai dit pendant 8 ans. Et on ne me répond pas, la justice ne me répond pas, et j'ai l'impression de ne pas avoir toujours été entendu. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais juste rappeler très rapidement 3 ou 4 choses, et j'aimerais vraiment m'en tenir au temps qui m'est imparti. La première des choses, j'aimerais vous rappeler un fait de droit. Moi, quand on a commencé cette affaire-là, les médias se sont emparés d'une chose en disant « Tarek Ramadan a menti, il n'a pas reconnu les relations ». Et effectivement, et je peux vous le dire aujourd'hui, c'est le seul mensonge qui ait eu lieu et qui ait eu lieu en France, parce qu'en Suisse, j'ai dit et tout de suite dit, il n'y a pas eu de relation, il n'y en a pas eu. Et en France, j'ai protégé ma famille et j'ai voulu me protéger. Alors, en fait, mon premier avocat m'a dit, Tarek, c'est mieux que vous ne reconnaissiez rien. Et en fait, ça m'arrangeait de ne rien reconnaître. Mais ce que je veux dire, parce que certains d'entre vous viennent de l'étranger, ils viennent d'Angleterre, et ils ont pensé que j'avais menti sous serment. Jamais sous serment, je n'ai menti. Mais ce qui est le plus important, c'est que j'ai suivi une voie qui m'arrangeait moralement et qui n'était pas forcément juste juridiquement. Sauf que, vous avez peut-être entendu l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, dire qu'en France, un accusé peut mentir quand cela permet de faire en sorte que l'accusateur apporte des éléments pour prouver. Eh bien, dans ce cas-là, c'est exactement ce qui s'est passé. Maître Hamamouchi vient de mettre en évidence que la clé USB, c'est la clé qu'elle a donnée pour prouver qu'il y avait. C'est en fait, ça l'a poussé à nous donner les éléments qui vont prouver qu'en fait, il y avait une manipulation.
Exactement la même chose avec l'ordinateur. L'ordinateur a dû être donné. Eh bien, tiens, on trouve sur l'ordinateur des choses qu'on aurait cachées si le premier mensonge n'avait pas été. Il ne le justifie pas moralement, mais quel bienfait juridique. Parce que ce que dit effectivement l'ancien ministre de la Justice, à des moments donnés, vous poussez l'autre à devoir montrer ses preuves, et dans ses preuves, il y a sa propre accusation. Et de ce point de vue, c'est la clé USB, ce sont les messages qu'on vous a montrés. Et aujourd'hui, ce qui est tout à fait particulier, c'est que, comme il vous a été dit également, c'est qu'au cours de l'instruction, la brigade criminelle, elle a le soupçon, en fait, que ces femmes mentent. Et non pas simplement le soupçon, hein, des rapports mettent en évidence qu'elles mentent. Et les juges n'en tiennent pas compte. Pendant 8 ans de ma vie, elle m'envoie en prison, en détention préventive, pendant 9 mois et demi de ma vie. Et vous remarquerez quand même, parce que c'est ce qu'a dit Maître Garbarini, il y a quand même un traitement spécial, parce que qui est allé en prison pour des affaires de cette nature après le 8? Il y en a combien? Vous en comptez combien? Je dois pratiquement faire l'exception. Parce que j'étais le coupable idéal. Et on ne m'a pas entendu. Et aujourd'hui, la brigade, ce qu'on vient de vous exposer, c'est la confirmation des soupçons de la brigade criminelle, mais cette fois-ci de façon scientifique. Cette fois-ci, on ne peut pas faire ce qu'on trouve dans l'ordonnance, une hésitation sur on n'est pas. Non, cette fois-ci, les choses sont claires. Et vous savez qu'en statistique et en calcul de probabilité, au-dessus de 95%, c'est considéré comme une certitude. Et nous sommes à 96,9 et à 97,17 et 100%. Et ce que j'aimerais vous dire, parce que ça a été mis en évidence, c'est qu'effectivement, on a diligenté des expertises qui vous ont été présentées dans l'esprit et la forme. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que la première expertise qu'on a demandée, elle venait à 97 et à 100%. Mes avocats, par précaution, ont demandé à ce qu'on ne fasse d'autres tests. Alors écoutez bien, parce que les résultats finaux ici, ils ont été confirmés par 3 tests et 2 méthodes. Ça veut dire 6 fois, ce sont elles qui ont écrit. 6 fois. C'est-à-dire 6 tests avec la linguistique forensique assistée par ordinateur, dont vous pouvez aller chercher partout où vous voulez. C'est celle qui est reconnue en stylométrie comme celle qui est la plus scientifique. Et qui l'a fait? C'est la personne de référence aujourd'hui sur le plan mondial, qui est le docteur Chasky. Donc par 6 fois. Donc je ne sais pas où on va pouvoir maintenant essayer d'éviter cette vérité. Moi, c'est ce que j'attends. Et on m'a dit, moi, j'avais le même mode opératoire. Mais pourquoi est-ce que nous avons décidé d'être les avocats suisses et les avocats français? Parce qu'en fait, c'est le même mode opératoire. Mais ce n'est pas le mien. C'est celui de celle qui m'accuse. Le même mode opératoire. 2 semaines auparavant, 6 jours auparavant, les choses sont claires. Elles se connaissent. Il faut savoir que dans le dossier, elles affirment au départ ne pas se connaître. Elles se connaissent depuis 2009, les 2 plaignantes. Elles se parlent et on le sait, et tout le monde le sait. Et mes avocats, au tout début, m'ont dit l'affaire suisse est une affaire suisse, l'affaire française est une affaire française, sauf que quand la science parle et qu'elle dit c'est la même chose, c'est la même affaire avec les mêmes personnes qui se connaissent, il faut qu'on en tire des conclusions de ce point de vue. Et ce n'est pas tout. Vous savez, dans le décompte qu'a dit Maître Garbarini, il y avait 6 personnes. Ce que vous devez savoir, c'est que plusieurs ont été écartées. 2 d'entre elles ont été écartées. Mounia Rabouche et une qui s'appelle Elvira et qui est Inès Marie Ecclesias Magdalena. Qu'est-ce qu'elles disent, ces 2 personnes? Maintenant, nous avons été manipulés. Nous avons été poussés à porter plainte. Et nous n'avions pas, dans un premier temps, décidé de porter plainte. Mais il y a un homme qui apparaît de façon tout à fait étrange dans cette affaire-là, et qui s'appelle Jean-Claude Elfassi, 17 fois condamné pour diffamation, 1 fois condamné pour escroquerie. Il connaît toutes les plaignantes. Et les 2 nouvelles plaignantes disent exactement ce que nous dit la science. Donc elles disent par leurs mots, il y a manipulation, nous avons été entraînés dans une affaire. Vous savez que l'une d'entre elles dit, je n'ai même pas signé ma plainte. Mais dans le dossier, on l'a, puisque la police dit qu'elle a été interpellé par Jean-Claude Elfassi. C'est lui qui appelle la police. Et que Mounia Rabouche dit, il a pris de l'argent de l'Express et on a le email où il lui dit qu'il va lui donner
de l'argent donné par le journal L'Express pour son témoignage. Ça va aller jusqu'où comme ça? Il faut qu'on prouve quoi pour que la vérité soit manifeste aux yeux de mes juges? Parce que ça, c'est aussi des éléments qui sont particulièrement importants. Ces deux anciennes plaignantes, de ce point de vue, maintenant confirment par leurs propos cet élément-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce qu'il est intéressant de parler de El Fassi en 2009 dans l'affaire suisse? C'est que la plaignante suisse lui demande combien il paye pour son témoignage. Écarter ceci comme si ce n'était pas important. Et que lui, il répond, je ne vais pas payer pour parler des ébats d'un islamiste intégriste. Donc, il se parle d'argent. Dites-moi, dans le bon sens commun, une femme violée, elle vend son affaire? Elle la monnaie? Elle la monnaie ou je deviens fou? Ou il y a autre chose? Et lui, il est partout. Et donc, encore une fois, il faut savoir qu'une plainte qui est maintenant inscrite, et c'est une plainte en constitution de partie civile contre El Fassi, est en cours d'instruction. Et c'est important, parce que maintenant, on va aller jusqu'au bout. Et il faudrait aussi que mon affaire en France tienne compte de ces éléments-là. Il est impliqué. Et donc, il faut aller jusqu'au bout. Et quand on parle d'argent, les choses sont claires. Très rapidement, la conclusion de tout ça, c'est que la justice, elle a été trompée. Elle a été trompée en Suisse. Elle a été trompée en France. Et vous savez, on a un débat en France aujourd'hui avec ce qui se passe avec l'affaire Sarkozy. Est-ce que la justice est politisée? Est-ce qu'on la rejette complètement? Est-ce que les juges sont politiques au point que finalement c'est la haine qui le condamne et non pas les faits? Je vais vous dire une chose, eu égard à mon expérience de 8 ans. Moi, je n'ai pas d'approche essentialiste. Je sais, comme nous tous ici, comme vous tous ici, qu'il y a des juges politisés et qui peuvent être influencés par une idéologie. Stupide celui qui ne le croirait pas. Mais il y a dans le corps des magistrats des personnes intègres qui font leur travail. Et c'est ce que j'attends moi. Je n'attends que le juge ou la juge intègre qui fera son travail. Mais je sais que l'instruction à laquelle j'ai assisté, moi, pendant 7 ans et demi de ma vie, elle était complètement à charge. Je n'étais ni entendu et ni d'ailleurs respecté. Mais ce que j'attends aujourd'hui, sans essentialisation, c'est que les juges, comme il a été dit en Suisse, reconnaissent qu'ils ont été trompés et aillent jusqu'au bout du processus. Quelque chose qu'ils ne savaient pas apparaît, il faut revoir ce qu'on a pensé vrai, parce que c'est faux, parce qu'on vous a trompé. Et la même chose en France. Et donc ce que j'attends, c'est qu'en France se réveillent des juges qui soient indépendants, ceux qu'on n'appelle pas au téléphone pour les orienter. Et ne me dites pas que ça n'existe pas, vous le savez tous, et si Sarkozy le dit, il n'est pas parole d'évangile, mais il est parole de connaisseur de l'intérieur. Mais je n'ai pas cette position-là. Et quand j'entends justement dans l'affaire Jubilard qu'on entre en matière pour ouvrir de l'information, eh bien, il faut les ouvrir, pas simplement quand ça concerne l'accusation, mais en particulier quand ça concerne la défense, quand ce sont des arguments aussi importants et scientifiques. Donc, on ouvre et on répond. Et on répond à mes avocats, on vous demande sur ces bases-là de faire quelque chose. Pourquoi ce silence? Et vous savez, je serai le dernier à avoir besoin des médias pour ceci. On ne devrait même pas avoir cette conférence de presse. Mais si le silence d'une autorité à certains de ne pas respecter une procédure et de ne pas respecter les droits d'un prévenu ou de quelqu'un qu'on accuse, eh bien, à un moment donné, il faut faire entendre cette voix. Il y a un deuxième point que j'aimerais dire avant d'arriver vraiment à ma conclusion réelle, et c'est une occasion qui m'est donnée. Je sais que parmi vous, dans cette salle, il y a des journalistes, et vous êtes nombreux, vous venez de 15 pays, il y a des Africains, il y a des Turcs, il y a des Canadiens, vous êtes de partout. Il y en a certains ici dans cette salle qui ne m'aiment pas, qui ont participé à la boursouflure médiatique qui a consisté à me salir, à devenir plus moraliste que les gens moraux, à considérer que j'avais enfreint la morale islamique et musulmane et qui faisait de moi un coupable. J'aimerais vous dire une chose, ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question, faites votre travail. Depuis quand
ceux que vous aimez sont du côté de la vérité et de la justice? Et depuis quand ceux que vous détestez sont du côté de la culpabilité et de la condamnation? Ce n'est pas une affaire de sentiment. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais soyez digne, honorable, faites votre travail, rapportez les faits, pas les rumeurs, pas le fait que Tariq Ramadan, parce qu'il a cette histoire, il est le coupable idéal. J'aimerais vous dire une chose, vous êtes vous. Vous avez fait du mal parce que vous avez rapporté des rumeurs, vous avez sali un homme et sa famille. Je ne vous demande pas ça, ça m'intéresse ça. Je vous demande juste de faire votre travail de journaliste. Et votre travail de journaliste, c'est de rapporter les faits avec le plus d'objectivité possible. Et cette fois-ci, là, maintenant, ce que vous avez entendu de mes avocats, c'est de dire les faits sont têtus. Et la science, quand elle parle, l'idéologie se tait. L'idéologie se tait. Et c'est peut-être de ça dont il faudrait aujourd'hui que vous preniez compte. Vous savez, il y a un documentaire qui se prépare sur Netflix et ils sont entrés là-dedans, ils viennent des États-Unis et d'Angleterre, mais ils sont sidérés en fait. Ils sont sidérés. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe en France pour qu'on traite comme ça? Est-ce que c'est un pays qui est allé si loin dans l'anti-musulman que finalement on ajoute à l'indigne l'opprobre à la juridiction, au droit? Les choses aussi qu'on entende cette voix-là, c'est que ce n'est pas normal ce qui arrive. Et je pense que j'ai vu parmi les journalistes, comme j'ai vu parmi les juges, des femmes et des hommes qui faisaient leur travail. Il y en a qui ont porté la vérité et la manifestation de la vérité avec dignité, je les en remercie. Pour ceux qui ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant, je dis, il n'est jamais trop tard. C'est le moment. Faites votre travail et dites ce qui est. J'aimerais vous dire une chose, ma conclusion, c'est la philosophie de ma vie. Et j'aimerais que vous l'entendiez. Parce que le fait que je m'appelle Tariq Ramadan et je suis de confession musulmane et que j'ai un engagement politique a fait qu'on a sali et ma personne et ma réputation. J'aimerais que vous entendiez très clairement quelles sont mes références. Je vais raconter une histoire. Cette histoire, elle est essentielle pour moi parce qu'elle dit tout de moi. Elle dit tout de moi dans ma relation avec mes références et avec la relation du monde dans lequel je suis. Cette histoire, elle est très simple. Il s'agit dans les temps anciens de tribus qui étaient en conflit. Une de ces tribus, une de ces communautés, c'était une tribu juive. Et cette tribu juive, elle était en conflit avec la tribu musulmane. Et d'autres tribus juives étaient associées à la tribu musulmane dans un accord concret de protection mutuelle. Un homme musulman va voler un bouclier. Et comme il sait qu'il est en opposition avec la tribu juive, pour ne pas se faire accuser, il va mettre le bouclier chez le juif en disant « c'est le juif qui a volé ». Et la naturelle des personnes, c'est de dire « ah ben oui, c'est l'ennemi qui a volé, et donc c'est le juif le coupable ». Il y a une révélation coranique qui vient dire à la conscience musulmane internationale et pour tous les temps, le juif est innocent et le musulman est coupable. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que vous aimiez ou pas les gens, qu'ils soient de votre bord ou pas, que ce que vous célébriez avec la fausse citation que vous avez donnée à Voltaire, à savoir « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je vous battrai pour que vous puissiez le dire », ça n'est pas de lui, mais la phrase est noble et la phrase est bonne. Ce que moi, ma tradition, elle est celle-ci. Un homme innocent, il est innocent, juif, chrétien, musulman, athée, hindou, bouddhiste, et je me battrai pour son innocence. Mais si je vois un musulman qui est coupable, je me battrai contre lui au nom de l'innocence et de la justice. Je vous mets au défi, depuis 40 ans que je suis sur le terrain, d'avoir enseigné autre chose que ça. La journée de l'enfance, elle est absolument, et ce message-là, on a voulu faire de moi le petit-fils de, le frère de, le descendant de, contre la laïcité, contre la République. Et finalement, ça justifierait qu'en coupable idéal, je finisse en prison. Bien non, je le répète, sans de tout cela, je suis victime effectivement de personnes qui ont planifié en trompant la justice. Juste que justice soit faite aujourd'hui. Je vous remercie.
brièvement, s'il y a des questions. Vous avez la parole. En défense. On doit donner le micro. Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Le micro, il est là. Si jamais, bonjour. Si jamais votre supplément d'information n'est pas validé, enfin si le dossier n'est pas ouvert, est-ce que ce sont des arguments? Déjà, est-ce que vous comptez vous présenter à l'audience au mois de mars? Et est-ce que c'est des arguments que vous mettrez sur la table lors du procès? Je vais répondre. Pourquoi vous voulez la possibilité de solliciter un supplément d'information? Nous allons le solliciter. On en a déposé un premier, mais nous l'avons déposé pratiquement. Nous l'avons déposé un an. Nous l'avons déposé un an avant que l'audience ait lieu. Depuis, nous avons d'autres éléments scientifiques qui nous permettent de solliciter ou j'allais dire, de faire sanctifier, si je puis dire, de sanctifier, notre supplément d'information. Si celui-ci nous est refusé, nous irons à l'audience et les arguments que nous avons pour obtenir un supplément d'information, eh bien, nous les développerons à l'audience. Ça serait dommage parce que, comme l'a dit mon confrère, c'est embêtant d'aller plaider une affaire qui n'est pas aboutie puisque tous les éléments n'ont pas été vérifiés. Voilà. Et nous demandons une vérification. Pourquoi nous demandons cette vérification? Parce que nous connaissons trop les assises, les avocats ici autour de la table, pour savoir que les expertises que nous avons communiquées et que nous allons communiquer, qui sont des expertises faites par des experts renommés, de renommée mondiale, ce ne sont pas des expertises judiciaires. Tirer les conclusions. Si elles ne sont judiciaires par impossible décidait que les expertises privées ne sont pas fiables, dont acte, et nous plaiderons. Mais nous estimons justement, parce que nous croyons à la manifestation de la vérité, que nous devons mettre tout sur la table avant l'audience. Parce qu'on aurait pu avoir une stratégie, mais j'allais dire, de rameur de petit temps, si vous me permettez l'expression, d'arriver à l'audience, avoir caché sous notre robe les expertises et les sortir en les agitant comme un chiffon rouge à l'audience. Mais ce n'est pas notre vœu. Notre vœu, c'est la consécration de l'innocence de M. Ramadan, mais également la manifestation de la vérité. Et nous pensons que comme le Code de procédure pénale nous l'offre, il faut que nous passions par cette demande de supplément d'information avant les assises. Merci, monsieur. Stéphanie Reynaud, Tribune Libre. J'ai préparé une question précise. Vous avez dit que la brigade criminelle était également arrivée à ses conclusions, notamment concernant le dialogue avant la rencontre. Qu'est-ce qui explique que cela n'a pas été pris en compte? Et deuxièmement, certains de ces éléments figuraient déjà dans le dossier. Est-ce que c'est l'évolution de la technologie qui vous a permis d'aboutir aujourd'hui à des certitudes? Je vous remercie. Merci. À vrai dire, votre question, votre simple question, elle pourrait illustrer la quasi-totalité du dossier. Pourquoi, alors que la brigade criminelle pointe ce point crucial, qu'il y a d'autres éléments, d'autres contradictions? Je vais plus loin. La question que vous êtes en train de nous poser,
sachez que même la juge d'instruction l'a posé à des plaignantes. Sachez que même la juge d'instruction, en fin d'instruction, pose la question à celle qui lance l'affaire d'ailleurs, la première plaignante, en lui demandant « mais à quel moment vous ne mentez pas ? Vous comprenez que vos mensonges risquent de coûter cher à tout le monde, que ce soit à vous-même, que ce soit à Monsieur Ramadan, et elle-même est dans l'incroyance la plus absolue à un moment donné, pendant l'instruction, vis-à-vis de plaignantes. Mais on a l'impression que les juges d'instruction, en tout cas c'est ce qui apparaît durant l'instruction, ont préféré fermer les yeux sur tout un pan de certaines déclarations, de certaines auditions qui étaient contradictoires par rapport aux déclarations des plaignantes, pour la simple et seule raison, si j'essaye de réfléchir rationnellement, c'est d'essayer de faire tenir un dossier qui, en réalité, lorsqu'on l'expertise de A à Z, ne tient absolument sur rien de concret, si ce n'est que, comme vous l'a dit tout à l'heure, Monsieur Ramadan, sur des rumeurs, sur des dires et sur des accusations qui ne sont pas corroborées. Tous les éléments probants, tous les éléments scientifiques ont à chaque fois été du côté de Monsieur Tariq Ramadan. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, cette conférence de presse, les expertises et les suppléments d'information, leur but, c'est justement d'essayer de tenter de renverser cela, de faire en sorte pour qu'une fois que finalement, on respecte le droit rien que le droit, les faits rien que les faits, et que c'est à l'accusation de prouver la culpabilité de M. Ramadan. Oui, je veux bien poser une question. Bonjour, une question pour Monsieur Ramadan. Déjà, je voudrais juste souligner, vous avez parlé d'indépendants, je voudrais souligner la présence des médias indépendants parce que j'en connais plusieurs, donc je salue mes confrères. Voilà. Et puis, ma question est celle-ci. Vous avez parlé de coupable idéal. Selon vous, pour quelle raison êtes-vous ce coupable idéal? Et vous avez également, on a entendu à demi-mot qu'il y aurait un complot, une espèce d'orchestration. Qui serait, selon vous, derrière cette orchestration? Merci de la question. Juste une chose que j'ai oublié de vous dire, il y a des dossiers de presse qui sont préparés et il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde. Vous les recevrez par représentation. Si vous êtes 2 ou 3 du même journal, prenez-en un, prenez-en pas 3. Et puis les autres, vous pouvez les recevoir par mail. Ils seront d'ailleurs sur le site qui a été dédié à cette conférence de presse également. Concernant votre question sur pourquoi est-ce que je suis le coupable idéal, écoutez, ça fait 40 ans que j'interviens sur le terrain et à peu près 35 ans sur le terrain strictement français. J'étais de ce point de vue-là, c'est le seul pays au monde dans lequel je n'ai jamais pu intervenir dans une université et dans lesquels les renseignements généraux passaient avant que je vienne pour dire qu'il ne faut pas lui donner la parole. Sur une représentation qui était extrêmement claire, reconnue partout dans le monde, mais qui était extrêmement difficile à entendre. En France, l'idée, c'est Tariq Ramadan, c'est le petit-fils du fondateur des Frères musulmans, et il a un double langage. Et celle qui a porté ceci et qui l'a élaboré, c'est Caroline Fourest, dont il faut savoir, Caroline Fourest, qu'elle connaît la première plaignante, elle connaît la deuxième plaignante depuis 2009. Les 2 plaignantes dont on parle aujourd'hui, elle les connaît tous les 2 depuis 2009. Elle leur dit d'ailleurs, je ne veux pas l'attaquer sur ce plan-là. Quel le plan? On ne veut pas m'attaquer sur le plan du viol ou c'était autre chose? Parce qu'en fait, ça a évolué. Au départ, il fallait atteindre ma réputation, puis ensuite on est allé vers la violence, puis on est allé avec le viol en instrumentalisant MeToo, en fait, à partir de octobre 2017. C'est ça qui s'est passé. Mais elle est au courant. Et donc, à partir d'un certain moment, si vous avez entendu récemment Caroline Fourest intervenir sur LCI, il a dit « Les clones de Tariq Ramadan sont partout ». Et on l'a empêché. On l'a empêché de poursuivre.
Ce « on » m'interpelle. Mais moi, je m'en tiens aux faits. Je veux dire que je sais qu'en France, et on me l'a dit, et on me l'a fait comprendre par gouvernements successifs, que je posais un problème. Partout dans le monde, dire « il est interdit islamiquement à une femme de porter le foulard », il est interdit islamiquement d'imposer à une femme de porter le foulard, et il est interdit par les droits de l'homme d'imposer de l'enlever, y compris dans le monde entier, sauf en France. Et j'étais considéré comme ceci. Et quand on demandait, mais quel est son double discours, on disait, ah ben, il parle différemment en français qu'en arabe. Enfin, des choses qui n'avaient ni queue ni tête, parce que vous allez dans les banlieues françaises, vous parlez arabe, personne ne vous comprend. Donc, ça n'existait pas. Donc, vous savez, mon image, elle a été assez diabolisée, au point d'ailleurs que beaucoup des journalistes français n'osent même pas traduire la vérité aujourd'hui, parce qu'on dirait on est pour le soutien de Tarek Ramadan. Et moi, mes avocats, mais il n'y en a pas un qui est 100% d'accord avec moi. Et il y en a même qui sont carrément opposés à ce que je peux penser. Mais je ne leur demande pas d'être d'accord, je leur demande de faire leur travail, qui est la manifestation de la vérité. Et en France, je demande juste que je sois traité à la régulière. Mais si vous voulez du débat, je suis prêt à débattre. Mais pas en dessous de la ceinture. Pas en dessous de la ceinture, on ne fait pas ça. Et on écoute quelqu'un. Donc, j'étais le coupable idéal parce qu'à un moment donné, il fallait me faire virer de la scène. Et j'ai dit, vous savez, en France, je suis à la France sur le plan intellectuel ce que le minaret a été à un moment donné il gêne le paysage. Donc, faisons-le disparaître. Mais moi, je ne suis pas allé plus loin que ça en allant… moi, vous n'avez jamais entendu dans mon mot complot. Moi, je dis traquenard et des gens qui piègent. Et là, on a la preuve. Moi, je n'ai jamais utilisé ça. Le complot, c'est peut-être même elles qui ont utilisé la notion de complot. Si vous voyez une des plaignantes, elle l'utilise. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit, il y a des personnes qui ont prémédité, qui se parlent. Et il se trouve que les faits me donnent raison. Quand on a demandé à la juge d'instruction, il y a 116 occurrences, c'est-à-dire relations, entre Caroline Fourest et les deux premières plaignantes, et 156, on demande à la juge, mais on veut les fadettes, on veut le détail pour savoir. On ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi ? Pourquoi on ne va pas jusqu'au bout ? Toutes elles disent, et maintenant il y en a deux qui disent, El Fassi est impliqué. El Fassi est impliqué. Il a même vécu avec l'une des plaignantes. Ils avaient le bail commun. Ils vivaient dans le même appartement avec la deuxième plaignante. Mais pourquoi on ne fait rien de tout ça ? Donc moi, si vous voulez, à partir d'un certain moment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et écoutez ce que je dis. Il y a scientifiquement maintenant prouvé le fait qu'il y a une préméditation à me vouloir du mal et que ces personnes-là, elles disent elles-mêmes être en contact avec des personnes. Alors je rappelle, à partir de 2009, elles sont en contact avec Caroline Fourest, elles sont en contact avec El Fassi, certaines mettent en cause d'autres personnes autour de ceci. Je veux juste qu'on fasse le travail et qu'on aille jusqu'au bout de ceci. Et ma position, elle est simplement de dire le plan, le piège prémédité, quand vous dites je veux des journalistes et je le piège dans une chambre d'hôtel ou torpille en prépa, il ne faut pas avoir fait un doctorat de lettres pour savoir ce que ça veut dire. Pas d'autres questions ? Pardon ? Ouais. D'accord, donc maintenant on passe à vos interventions plus spécifiques, je pense, avec les journalistes qui veulent vous voir, vous. On va dire remercier. Puis ça... Au revoir à tous et encore une fois, merci de votre présence. À bientôt, peut-être. Mais non.